I'm continuing in French and you have translation. That's okay. Donc l'objectif de ces sessions est vraiment que vous ayez un accès direct à quelqu'un d'ultra expert, d'accord, avec en plus une expérience qui est voilà, très longue sur la question. Alors, je ne la représente pas, vous la connaissez tous, vous avez entendu, j'imagine pour tous, son intervention inaugurale. Donc, vous voyez les thématiques, en tout cas, où Madame Lord est particulièrement experte. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez, vous, poser des questions que j'imagine vous avez un peu réfléchi en amont de cette session, et qu'on puisse aussi lui donner la possibilité de développer peut-être des points qu'elle a abordés sur l'heure de temps qui lui avait été consacrée sur la conférence inaugurale. Donc c'est quelque chose de très interactif, hein, l'objectif de cette session. Donc je vous invite à vraiment être à l'aise avec ça et de pousser aussi les points que vous avez envie de pousser. Est-ce qu'il y en a un qui... Est-ce que l'un d'entre vous a une question pour lancer un petit peu nos interactions ? Quelqu'un se lance-t-il? Ou est-ce qu'on va s'appuyer sur les... Ah. Oui, bonjour. Donc, Karine Mantoulan. Pouvez-vous vous présenter peut-être aussi ? Donc, je suis directrice d'une structure qui accompagne des enfants, des adolescents et des adultes avec un TSA. Hier, vous avez parlé, quand vous avez fait l'intervention, du fait que la DOS et l'ADI étaient un appui technique. Alors, il y a un côté positif qui est que maintenant, de plus en plus, la DOS et l'ADI sont vraiment des outils qui sont reconnus, mais j'ai le sentiment que ça devient, si jamais les critères ne sont pas complètement inscrits dans la DOS et l'ADI et que le compte-rendu clinique dont vous avez parlé hier, qui étaye tout ça et qui donne d'autres aspects cliniques, il est un peu mis de côté par rapport à maintenant la DOS et l'ADI qui est vu comme quelque chose de très carré et on n'en déroge pas et l'aspect clinique est moins pris en compte. Est-ce que vous disiez ça hier, est-ce que ça veut dire que vous, dans votre expérience, il y a eu ce passage-là, puis après ça s'est un peu assoupli, merci, ou est-ce qu'on doit attendre ça, ou est-ce que vous voyez aussi ce constat-là ? En fait, je pense... Alors, ah oui, si... Je pense que, en fait, ça a toujours été destiné à être une mesure. La DOS et l'ADI, ce sont des outils de mesure qui signifient qu'il faut faire les choses comme il faut parce qu'on regarde le score comparé à d'autres personnes. Donc, c'est un score comparatif. Ça, c'est la valeur de cet instrument. Mais ça ne vous dit pas tout sur une personne. Et on sait également que les versions de la DOS avec des personnes plus verbales, c'est-à-dire le module 4 et dans une certaine mesure le module 3 pour les enfants verbaux sont moins exactes que les versions avec les enfants plus jeunes. Et il s'agit là de 80% d'exactitude par rapport à un clinicien qui a toutes les informations et ce que pense ce clinicien. Et si on pense à 80%, en fait, 80% sur 10 enfants que vous voyez, en fait, il y a 8 qui devraient être bien, mais il y a 2 items sur lesquels vous pouvez être en désaccord. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai juste demandé à mes étudiants
de dire si vous dites que c'est pas bon, eh ben il faut pouvoir dire pourquoi je trouve que c'est pas bien. Vous pouvez dire c'est parce que j'ai pas vu de comportement répétitif et pendant la dose sur 45 minutes, mais pendant l'évaluation, la personne m'a dit à quel point ils aiment telle chose parfois. Enfin bon, vous pouvez utiliser d'autres exemples ou alors vous pouvez dire je pense que cette personne a un tel niveau de dépression, par exemple, que ils ont pleuré pendant tout le passage de la dose et je n'ai pas pu les soulager. Et je pense pas que ces scores élevés signifient de l'autisme, mais je pense qu'il faut qu'on revoie la personne. Ça, c'est le point que je voulais faire, en fait. En fait, c'est pour ça que ça a de la valeur, ça, mais ça veut pas dire que c'est juste tout le temps. Mais même avec des enfants jeunes, le mieux, c'est qu'on puisse avoir, c'est à peu près 95%, mais bon, ça laisse 5%. Et puis, ça fait 1 sur 20. Et puis, si la spécificité du niveau sur lequel on peut dire cette personne n'a pas d'autisme est pire, en fait, parce qu'on pourrait avoir un enfant qui a des mauvais scores pour d'autres raisons, tout un tas d'autres raisons, et il faut réfléchir à ces raisons. Est-ce qu'ils sont très hyperactifs? Est-ce qu'il y a beaucoup de colère en tant qu'adolescent? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est votre responsabilité en tant que clinicien de s'assurer que la personne, elle n'a pas à vous aimer, mais il faut que la personne soit à l'aise, suffisamment à l'aise avec vous et pas être affectée par autre chose qui se passe, que l'on puisse pas distinguer l'autisme de... Et donc, on a en fait créé ces scores calibrés de 1 à 10 avec l'idée que pour quelqu'un qui ne score pas au niveau du cut-off, c'est-à-dire le point, le curseur, et des personnes qui ont un score de 6 qui est très élevé sur 10, des enfants ordinaires auront 1 à 2 et si on arrive à 10, c'est vraiment très 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 élevé et donc il faut y prêter attention et il faut traiter. Et ça, on a eu suffisamment de chance aux États-Unis pour que les compagnies d'assurance et que on puisse leur dire ben voilà, en fait là la personne a besoin de services par rapport à l'autisme ou n'a pas besoin. Moi, je vous encourage à utiliser ces scores et dans la révision de l'ADOS, on se débarrasse de l'autisme et de la distinction TSA autisme parce en fait, on va avoir juste cet étalonnage par rapport à la sévérité et ça sera plus comme un score de QI. Et on sait que les scores de QI ont aussi leurs propres limites, mais au moins, il y a un continuum. Et on sait que le continuum pour la plupart, pas tous, mais la plupart des personnes avec autisme est assez continu sur le temps. Longitudinalement, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut mesurer et on peut voir si ça change. Et moi, je me soucie du fait que les gens se rigidifient parfois sur score X autisme, score Z non autisme. Mais pour tous, on sait vraiment où l'autisme commence et où ça s'arrête. Mais ce que fait l'ADOS, en fait, c'est que ça nous permet d'avoir la même information et qu'on se mette d'accord sur comment on va utiliser ça. Mais c'est pas... ça veut pas dire que c'est vrai, mais je pense qu'il y a d'autres moyens plus subtils de montrer l'autisme que ce que l'on avait avant à l'origine. On a plus de femmes, plus de filles et on a des données de 500 peut-être. C'est pas comme s'il y avait aucune donnée, mais 5000 sur 25 000 hommes.
c'est pas à zéro, mais bon. Et donc, il y a des informations qui sont plus importantes. Et je pense que vraiment, on se fie à votre jugement clinique pour utiliser cet instrument de diagnostic clinique. Et encore une fois, c'est comme hier quand je vous disais, la température, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles la température est élevée. C'est votre travail de détecter et de dire pourquoi, en fait, et de faire des hypothèses sur pourquoi la personne a tellement chaud. Est-ce que c'est une fièvre infectieuse? Est-ce que c'est parce qu'il a chaud, parce qu'il est assis dans le radiateur? Enfin bref. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question un peu plus générale. On a vu qu'au final, il y a un grand débat sur est-ce qu'on parle que de TSA ou que de TND, qu'au final, il y a des symptômes qui regroupent les différents troubles du neurodéveloppement. Et il y a eu la présentation de Gabriel, jeune chercheur, qui montrait que lui, il avait une approche où au final, il faisait un peu comme nous, on fait par exemple en single cell analysis, où il faisait une clusterisation sans a priori, et il regardait après s'il retrouvait des patients TND ou pas dans ces différents clusters. Est-ce que vous pensez que c'est la nouvelle étape vers quoi, en tant que chercheur, on doit aller, et donc partir d'une approche non biaisée, clusteriser nos données et regarder si on retombe sur des symptômes en clinique et des phénotypes dans les modèles précliniques? Non, je pense que cette approche est très, très aidante. Je pense aussi que même en pensant à la présentation de Meng Chuan Lai, tous ces gens qui ont presque de l'autisme ne sont pas si différents de quelqu'un qui a très certainement de l'autisme ou qui a à peine de l'autisme. Ça peut aider, mais je pense qu'on ne peut pas avoir une approche binaire. Mais en fait, évidemment, c'est basé sur les statistiques, mais ça dépend totalement de qui rentre dans cet échantillon. Et les statisticiens ont tendance à oublier ça. Et en fait, la question, c'est d'où viennent toutes ces personnes et quelles informations avez-vous? Si vous avez un échantillon très large, vos données ne sont peut-être pas si géniales que ça, parce que ça vient de dossiers médicaux ou d'écoles, etc. Mais si vous avez un échantillon plus petit, ça va être biaisé de 1 million de manières différentes. Et donc, il faut faire attention à ne pas dire « Oh, ça, c'est pas biaisé ». Mais je pense que être conscient de toute la question des TND, c'est très important. Donc, on a ces 250 personnes que l'on suit depuis l'âge de 2 ans et qui ont maintenant dans 30 à 32 ans, 34 ans. Certains, on les a vus face à face peut-être 8 fois. Et on fait toujours, en fait, ce diagnostic à l'aveugle de où sont-ils, en ignorant leur historique, sauf par rapport à l'âge de 2 ans. Il y a des personnes dans notre échantillon qui n'ont jamais eu d'autisme et qui sont pas tout à fait différents des personnes avec autisme. Et ils sont un peu plus susceptibles d'avoir des amis. Et puis un peu plus susceptible d'avoir une dépression ou d'être anxieux et d'avoir une moindre qualité de vie, ce qui est intéressant parce que ils n'ont pas d'étiquette en fait. Il n'y a pas de communauté et ils n'ont pas donc de service. Mais autrement, ces personnes sont travaillent, vont à l'école, ont des compétences adaptatives, sauf socialement, et elles ont des TND, certaines ont des TDAH graves, certaines ont des retards de langage. Et l'autre chose, c'est que dans notre sample, dans notre échantillon, c'est que les personnes avec un QI faible sont plutôt en retard, mais donc 40, non verbal, QI non verbal à 40. Donc les personnes avec ou sans autisme n'apparaissent pas différentes. Donc si vous avez
un trouble de déficience intellectuelle sévère, ben voilà. Donc, on va pouvoir trouver plus de comportements répétitifs, mais en général, si on est très handicapé intellectuellement, ça, c'est vraiment très significatif, et peut-être aussi d'autres facteurs. Et puis, votre situation géographique, vos attentes, est-ce que vous êtes agressif, s'il y a une auto-agressivité, enfin tout ça. Donc, avoir un point de vue plus large, c'est vraiment important. Mais je pense qu'en fait, moi, je suis une personne, voilà, l'autisme, c'est important. Il y a tellement quelque chose de différent par rapport à l'autisme, par rapport aux combinaisons de difficultés sociales et des besoins, des problèmes sensoriels, de répétitivité. Et puis le fait qu'on ait ce panel tellement important de personnes qui sont vraiment super intelligentes à des personnes qui sont super attardées ou retardées. Donc voilà, quand on parle de génétique, ben on a un éventail plus faible, mais par rapport à ce diagnostic de l'autisme en soi, eh bien en fait, je suis peut-être en train de vous donner une réponse de Normande sur la question, mais... Yes, I'm mostly en fait, je suis un représentant des familles et puis je suis aussi médecin. Et ce que je voudrais dire, c'est que quand on va vers les réunions internationales comme celle-ci, de chaque pays, on a en fait les meilleurs spécialistes tels que vous. Et ce matin, on a eu Dr Vivanti qui nous a montré les interventions précoces aux États-Unis. Et je voudrais en fait savoir, parce qu'en particulier aux USA, la politique dans les différents États va être différente et l'accès n'est pas aussi optimal aux États-Unis que ça peut l'être généralement en Europe. Quelle proportion d'enfants autistes aux États-Unis, à votre avis, ont accès à un diagnostic précoce et puis une intervention précoce, comme on l'a montré ce matin le docteur Vivanti? Est-ce que c'est une majorité ou est-ce que c'est remboursé dans la majorité des États, des situations, ou est-ce qu'il y a des enfants autistes qui sont diagnostiqués tardivement et pour lesquels il y a une intervention très limitée? Oui, réponse oui. Et je pense que la plupart des États aujourd'hui aux États-Unis, à cause de Autism Speaks, c'est une organisation fondée par des parents. Maintenant, il y a des lois qui disent que les familles doivent avoir accès à l'intervention ABA si un enfant est autiste et que ça sera couvert et par les assurances. Mais ça ne veut pas forcément dire que dans certains États, comme par exemple, comme ce que disait Giacomo ce matin, certains États ont admis comme ABA tout un tas de choses, la Californie, donc sans forcément de evidence. C'est pas juste la ABA, mais bon, il y a des différences entre les États. Mais ça veut dire qu'il faut avoir une assurance privée. Et aux États-Unis, tout le monde n'a pas d'assurance privée. Parce que grâce à Obama, c'est plus facile d'obtenir une assurance et beaucoup moins cher aujourd'hui que ça ne l'a jamais été 10, 15 ans auparavant. Mais malgré tout, tout le monde n'est pas couvert par une assurance. Et certains types d'assurances pour des personnes très pauvres remboursent si peu, payent si peu aux professionnels qu'en fait les praticiens ne prennent pas et c'est un vrai gros problème. Le cas par exemple, c'est qu'à Los Angeles, la plupart il y a plus de la moitié des personnes sont hispanophones et en fait, la pratique de l'anglais n'est pas optimale et passer par toutes les étapes pour pouvoir obtenir les services, c'est un parcours du combattant dans lequel la famille n'y arrive pas toute seule, ils n'ont pas forcément d'aide. Ils vont voir le médecin si l'enfant est très malade, mais le médecin n'a pas le temps de dire est-ce que vous avez fait ça, est-ce que vous avez candidaté pour ceci, où sont vos papiers, etc. En fait, les médecins peuvent pas faire ça.
ça. Et puis donc, il y a beaucoup de trous dans notre raquette. On a une étude maintenant sur les familles bilingues qui ont peu de ressources à Los Angeles. Et on est choqué de voir à quel point vraiment il y a très peu d'aide, même lorsque ces personnes seraient légitimées à en recevoir. Donc vraiment, la chose est très, très variable. Et dans notre étude, qui était donc de Caroline du Nord, donc un État rural, mais où il y avait des centres Teach partout. Et à Chicago, où c'est très, très diversifié, il y a des gens très, très riches et puis des gens très, très pauvres. Et Michigan, qui est un petit peu au milieu, on a trouvé que, en fait, quand on a rencontré les enfants à 2 ans, ces enfants rentraient dans une prise en charge par des services, mais c'est parce qu'on les aidait aussi, mais on n'a pas vu de différence en termes de race ou en termes de revenus ou en termes d'éducation des parents. Mais sur les 5 dernières années, parce que je pense qu'il y avait des services gratuits par le biais de l'école et que les familles étaient prises dedans. C'est des familles qui sont venues pour des diagnostics, en fait. Ça a fait une différence. Donc, je pense que même aux États-Unis, on peut faire, même dans un pays comme les États-Unis où les gens pauvres sont maltraités, mais pour les gens qui ont 30 ans maintenant, il y a une énorme différence pour les adultes dont les familles sont plus éduquées, plus riches, ou vivent dans un endroit qui est un peu moins rural, parce que les adultes peuvent aller dans des endroits où ils peuvent aller, ce qui ne serait pas le cas s'ils étaient dans des zones très rurales ou très éloignées. Mais vraiment, c'est des situations qui sont extrêmement variables. I have a question on sur les cohortes des enfants que vous avez suivis jusqu'à l'âge adulte. Quelle est l'évolution respective des troubles socio-communicatifs et des intérêts répétitifs et restreints en fonction de ceux qui évoluent très bien, ceux qui restent stables ou ceux qui s'aggravent? Est-ce qu'il y a des patterns où ça évolue parallèlement ou de manière différentielle? Parce qu'on a des intérêts répétitifs et restreints qui sont très adaptatifs, gens qui développent des compétences énormes, et puis d'autres qui sont extrêmement invalidants. Donc je voulais avoir un peu votre avis. Oui. On a été très surpris que les patterns de changement dans les communications, la communication et les comportements répétitifs étaient vraiment très similaires. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ce qui s'est passé dans notre échantillon, c'est que les gens qui étaient plus verbaux avaient de moins en moins de répétitivité simple, comme le flapping ou de taper, ou de se frapper. À mesure que ces personnes vieillissent, ça diminue comme comme comportement. Pour les personnes qui ont plus de déficiences mentales et autisme, déficience intellectuelle, ça descend aussi, mais pas de façon aussi drastique. Et puis l'insistance sur la régularité, ça reste stable, quel que soit le niveau de QI et quelle que soit la durée. Les gens qui sont pour lesquels c'est très important d'avoir des rituels, ça semble beaucoup moins sensible au changement. Et je pense qu'en fait, on peut faire des choses dans l'environnement et puis faciliter la vie pour ces personnes, mais ça reste plus stable sur la durée. Mais après, sur le plan sensoriel, ça change beaucoup moins aussi. Mais cela dépend vraiment sur le reporting, parce que les personnes plus âgées qui ne peuvent pas nous dire font moins de ces choses. Mais en fait, on ne sait pas si elles ont moins de sensations ou
celles qui sont verbales nous disent des choses, mais en fait, elles restent pour certaines très très sensibles aux odeurs, au bruit, au niveau de bruit. Donc ça reste variable, même si ça s'améliore légèrement. On a également dans notre échantillonnage des personnes qui ont une intelligence moyenne. On a environ un peu moins qu'un tiers des personnes. Donc, je pense que vous ne pourriez pas deviner aujourd'hui que ces personnes sont atteintes d'autisme. Moi, je sais que j'ai un autisme, et puis leur fratrie, oui, il est encore autistique. Mais si vous les rencontriez, même en étant expert, ça pourrait passer inaperçu, ça pourrait être transparent. Donc ça, c'est un tiers. Il y a un tiers dont on se dit, on pourrait savoir qu'ils ont un autisme, mais s'en sortent plutôt pas trop mal. Elles ont un boulot, peut-être pas un boulot de rêve, mais et puis une vie sociale. Et ont la sensation que leur vie est bonne, même si elle pourrait être meilleure. Et puis un autre tiers qui sont vraiment à batailler, ce qui est difficile. Enfin, et leur problème principal, c'est l'anxiété, la dépression et n'importe quel type d'agression verbale, comme par exemple s'énerver. Et puis des problèmes qui n'ont rien à... Et puis un tiers de personnes qui ont une intelligence moyenne, qui sont chez eux avec leur famille et qui jouent à des jeux vidéo ou regardent YouTube ou alors qui impriment des images de femmes avec des cheveux roux ou des... En fait, vraiment, pour moi, ça, c'est triste. Parce que je pense qu'ils pourraient faire plus et puis ils sont moins heureux. Mais c'est difficile de savoir quel est le cycle véritablement. Mais pour les personnes qui ont des QI plus faibles, notre échantillon est vraiment très bizarre parce que on a que 2 personnes qui ont des QI entre 50 et 70. Je ne sais pas pourquoi, mais en dessous de 50, la plupart ont un peu de langage. La plupart peuvent parler un petit peu, mais les personnes ne peuvent pas créer des phrases. Elles peuvent pas générer des phrases. Elles peuvent pas dire à quelqu'un il y a un incendie, au secours, comme ça. Et ces personnes, et ça passe aussi de les familles les décrivent comme étant très heureux à les familles les décrivent comme étant vraiment dans un combat quotidien, c'est dur. Elles ont une attitude agressive qui fait que ça rend malheureux tout le monde, à commencer par eux. Certains ont des problèmes médicaux de épilepsie ou tout un tas de choses. Donc on a vraiment un gros éventail et une partie... Ça, les choses vont dépendre des circonstances. Et puis, à mesure que leurs parents vieillissent, en fait, il y a certains qui disent, voilà, on est mieux qu'on n'a jamais été, mais on a 70 ans maintenant. Qu'est-ce qui va se passer quand on va disparaître? Et parfois, en fait, la fratrie sait qu'ils vont devoir prendre le relais. Et souvent, la famille n'en parle pas directement. Et une des choses qu'on commence à faire, c'est de parler avec la fratrie pour essayer de leur donner des informations sur des choses qu'ils peuvent prendre en charge par rapport à la tutelle, la sécurité sociale, enfin bon, pour leur donner un petit peu, des billes pour ce qui va arriver. Est-ce que ça répond à votre question? Hello, Professor Lord. First of all, it's an honor to speak with you. Donc, c'est un honneur de discuter avec vous. Rajiv, enchanté de te parler. Donc, je suis un doctorant, vraiment immature en tant que chercheur dans les technologies assistées. Peut-être que c'est une question pour tout le monde parce que nous sommes dans un dilemme où on essaye de construire des outils qui pourraient aider aider les utilisateurs qui ont des problèmes neurodéveloppementaux qui sont peut-être non verbaux. Et récemment, j'ai
J'ai eu une conversation avec un des parents. La question était comment pouvez-vous vous assurer que ce que vous allez construire va réellement être nécessaire, parce que vous construisez et vous construisez des choses sur la base de ce qui vous est rapporté par les soignants, mais les aidants, mais pas par les individus eux-mêmes. Et en tant qu'ingénieur qui construit des outils, est-ce qu'on aide véritablement l'utilisateur final, la personne concernée, parce qu'on ne veut pas rendre des choses compliquées en fait. Et je pense que en fait, c'est une question récente, actuelle, qui a été amenée par les personnes concernées, des personnes concernées qui ont un autisme, qui, comment savez-vous ce que cette personne quand elle peut pas vous l'exprimer? En fait, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser leur comportement à défaut de comprendre ce qu'elle pourrait nous dire. Et en fait, sur les années, j'ai vu beaucoup de personnes avec autisme pour lesquelles on a mis en place des routines. Et les personnes se sont mises à utiliser ces routines sans que quelqu'un leur dise. Et si j'étais à votre place, si vous utilisez par exemple un bracelet qui vous dit des choses ou qui dit à la personne quelque chose et vous voyez que la personne met le bracelet, peut-être qu'elle pourriez vous dire ils veulent juste être gentils et compliants et c'est du camouflage, mais peut-être vous pouvez utiliser le comportement pour voir en fait quel est le besoin. Et en fait, la question ne change pas notre comportement, mais voilà, c'est trouver quelque chose qui peut rendre la personne plus heureuse et plus consciente. Une des choses pour moi, j'ai d'abord été formée par Lovaas et Teach sur la psychodynamique et puis sur Teach. Et Teach, en fait, ce qu'ils font, c'est que on veut faire en sorte que l'environnement soit prédictif pour une personne avec autisme, mais comme pour tous, tout ce qu'on veut, c'est de savoir quand un truc va arriver. Peut-être qu'ils n'ont pas de langage, mais de se dire, plus tard, quelle que soit la question, en fait, la personne n'est pas capable de lire votre expression faciale, ou alors les femmes, au moins aux États-Unis, les femmes qui disent oh, mon chéri, mon petit boubou, mon trésor, fais pas ci, fais pas ça. Et puis en fait, est-ce que ça veut dire non ou est-ce que ça veut dire je t'aime? Il n'y a pas trop de différence entre non, mon chéri, avec un non ou alors je t'aime. En fait, il faut être clair avec la personne et lui dire d'abord on fait ça. Et puis ça, et puis ça. Je parle pas de comportement là. Je pense juste à une séquence d'actions. C'est peut-être un espace dans lequel la technologie peut nous aider. Et moi, je me méfie quand même un peu de la technologie à qui on donne juste, allez, vas-y, fais ça. On te donne la tech pour le faire. Je pense pas que la technologie n'est pas si. Je joue au solitaire si je suis nerveuse. J'utilise cette technologie pour me calmer. Mais je pense que là où j'ai vu des choses utiles, par exemple, c'est non mais j'ai pas d'action chez eux, mais chez une entreprise qui s'appelle Florio qui fait des petites vignettes. Des petites vidéos, des stories de différentes choses qui peuvent arriver à une personne. Et l'idée, c'est de les regarder avec une personne autiste ou avec quelqu'un qui a un autre type de problème. Et par exemple, ils ont un truc, une vignette sur quelqu'un qui marche dans la rue. Et puis, vous pouvez créer votre avatar et la police vous arrête. Et le policier est pas poli. Hey, toi là, viens ici, tu vas où? Et en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est à être poli, même si le policier n'est pas poli. Et ce qui se passe avec la personne autiste, c'est que si un policier s'adresse comme ça à un enfant, une personne autiste, hey, toi là, viens ici, la personne va se retourner et dire, hey, toi là, qu'est-ce que tu veux?
et surtout si c'est un autiste qui est plutôt costaud, un homme adulte, et qui va répondre « toi qui tu veux » à un policier, ben, l'interaction va pas forcément être favorable. Et en fait, ben, on peut enseigner, et puis la personne peut voir ce qui va se passer si elle agit de telle manière ou de telle autre. Et on a trouvé cette technologie-là assez utile et aidante, et on peut l'utiliser pour nous-mêmes. Et c'est facile à obtenir, en fait. Et les patients aiment bien parce que c'est plus facile que, c'est plus chouette que n'importe quel dessin que je peux faire, ou alors essayer de trouver parmi une série de fiches. Mais bon, pour des personnes avec moins d'habileté, je pense qu'on va y arriver, mais il y a énormément de... La plupart du temps, les gens vendent ça, mais bon... donc, pour essayer de prédire quand les personnes non verbales essayent depuis des années maintenant avec un système de prédire à quel moment ça va exploser, et puis on va avoir un meltdown et grâce à la technologie. Mais je pense que je suis encore meilleure pour l'instant à prédire ça, mais je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et puis après, ben, il faut aussi se poser la question de est-ce que ça va améliorer la vie de la personne, parce que bon, ben, on n'a pas envie de se balader dans la rue avec tout un tas d'écrans, de montres connectées, de capteurs, etc. Et je me souviens que j'avais dit que récemment, j'ai vu un appartement construit par la maman d'un autiste qui n'est pas très haut ni très bas. Et il y avait Alexa, en fait, le système Alexa, des programmes type Alexa ou Siri, et tous les matins, Alexa va dire « Good morning, Matt, it's raining ». Bonjour, Matt, il pleut. Et puis, et puis ça le réveille parce qu'en fait, il a un boulot, et il peut aller à son boulot une fois réveillé. Et puis, une autre chose, c'était de lui rappeler « il pleut, en fait, il pleut et donc tu es mouillé. Enlève ton manteau, fais-le sécher. » Pas des millions de choses, mais vraiment, par exemple, un truc qui lui montre quelle est la température de l'eau. Oui. Oui. Et en fait, de prendre une douche très très chaude, brûlante, ou alors se geler parce que l'eau est très froide. En fait, la personne a besoin de voir si c'est une lumière rouge, verte ou jaune, ou alors sur sa gazinière ou sa plaque de cuisson. Que si on n'y est pas là pour 4 minutes, une plaque qui s'éteint en cas d'absence. Et s'il veut faire la cuisine, il faut qu'il soit là, parce que il faut pas que la plaque de cuisson soit allumée pendant son absence. Et puis encore un autre truc qu'il pouvait détecter, s'il pouvait aller voir s'il allait avoir une épilepsie, une crise d'épilepsie. Et en fait, Alexa, vous pourrez vous dire, Alexa qui lui donne des ordres toute la journée, il pourrait l'ignorer. Mais en fait, voilà. Je pense que la technologie a de la place à prendre, même pour des personnes qui ne sont pas très verbales. Mais là, il adorait tout ce qu'il y avait dans son appart toute la journée, et me montrer l'eau, le robinet, écouter Alexa, tout un tas de choses. Et je crois que vraiment, c'est une question très importante de ce que pense une personne et à quel point c'est bon pour son bien-être, son confort. Bonjour. Attendez. Bonjour, je suis Emmanuelle Clépiade, psychologue dans une structure d'accueil pour enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de TSA. J'aurais jamais imaginé vous poser la question à vous directement, donc c'est une grande chance. Je voulais vous parler de la DOS et de l'évaluation des adultes non verbaux ou avec mots isolés. Voilà. Qu'en est-il du module 6 ?
It exists. Yeah, so there are two. Oh gosh, sorry, I can't stand this. There are two. Il y a deux modules adaptés. Je crois qu'on les appelle adapté 1, adapté 2. Un pour les gens qui l'auraient pour module 1 normalement, et puis les autres pour le module 2. Et puis on peut commencer n'importe quand, à l'adolescence ou à l'âge adulte, quand on se dit que la matière dans la DOS normale n'est pas appropriée. On est en train de travailler sur un ADOS 3 qui va peut-être arriver dans un an au mieux. Mais en fait, je vais vraiment me féliciter de ça. On a réussi à convaincre WPS qu'ils doivent inclure les modules pour les personnes plus âgées, même si elles pensaient que pas tant de gens que ça l'achèteraient. Mais ça existe et souvent c'est du matériel que vous avez déjà et vous pourrez l'acheter. Et c'est intéressant parce que c'est un peu différent. On veut pas juste envoyer des bulles de savon vers quelqu'un qui a 30 ans, mais il y a d'autres types d'actions et vraiment c'est encourageant de voir que dans le module adapté 2, les personnes peuvent faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire à l'âge de 10 ans dans le module 2, même si ils utilisent en fait un langage voilà, avec des phrases, mais bon. Pour les personnes non verbales, sans langage, diagnostiquement, ça n'a pas de pertinence. On peut pas le faire, mais bon, ça n'a pas de pertinence. Mais on n'a pas pu trouver des personnes suffisamment non verbales, sans autisme, qui n'ont pas d'autres handicaps significatifs, comme par exemple la surdité, la cécité, etc. On a pu en trouver peu, très peu. Mais après ça, en fait, on commence à diagnostiquer. Mais ça vient. Et il y a des données sur la question. Mais ouais, il y a des trucs chouettes, en fait. Et on se sent beaucoup mieux. Enfin, c'est mieux à faire avec un adulte. Et un autre truc qu'on fait pour les utilisateurs ADOS, c'est un module 3 YF. Very young, very bright, c'est-à-dire très jeune, très intelligent, enfants verbaux. Et leur donner un module 3, ça peut être mais leur donner, c'est ridicule de leur donner un module 3, mais de leur donner un module 2, c'est le risque d'un sous-diagnostic. En fait, certains modules sont administrés à certains et puis ils vont pas coder tout sur le module 3. Est-ce que c'est ridicule de demander à un enfant de 3 ans, est-ce que vous prévoyez de vous marier à 3 ans d'âge? Je vais parler français, malheureusement. Il me semble avoir compris que chez les très jeunes enfants, qu'on dirait... Oh, wait, sorry. Donc, mon propos ne vise pas à remettre en question un diagnostic précoce, c'est évident. Et donc, on est de plus en plus souvent amené à diagnostiquer des enfants de l'âge de 2-3 ans qui sont pris en charge quand le diagnostic est positif. Et il me semble avoir compris dans ce que vous disiez avant-hier que vous réévaluez le diagnostic un peu plus tard. En tous les cas, j'ai pris ces parties-là parce qu'à 5-6 ans, on a assez... Pas fréquemment, je n'ai pas de chiffres comme ça qui me viennent en tête, mais oui, on a des enfants qui ont des troubles du langage sévères avec une hyperactivité sévère, qui ont eu la symptomatologie compatible avec un diagnostic d'autisme à 2-3 ans et qui s'en dégagent à 5-6 ans et pour lequel l'orthophonie simple a
a permis des progrès très importants. Et puis éventuellement la Ritaline un peu plus tard. Et donc, est-ce que systématiquement vous réévaluez les enfants un peu plus tard? Ça peut prendre 2 minutes. Parfois, il faut juste les voir. Mais est-ce que c'est... Voilà. Merci. Yes. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les enfants doivent être réévalués. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que dans 1 année, dans 1 ou 2 années, après le premier diagnostic pour les enfants petits, et puis après ça, toutes les quelques années, ça va dépendre des parents. Mais je pense qu'il faut, cette réévaluation est indispensable parce qu'on réalise aussi que pour les enfants qui s'améliorent, c'est très graduel, c'est très progressif et on peut en fait documenter ça avec un ADOS longitudinal sur 2-3 ans et il faut qu'on le voie. Et il y a des enfants qui aussi se dégradent et en fait les gens ne le voient pas alors que ça pourrait sauter aux yeux, c'est sous leur nez. Mais donc oui, absolument. En particulier pour les enfants très jeunes, à 18 mois ou 2 ans, on a vraiment besoin de savoir et il faut réévaluer parce que en fait, est-ce qu'ils sont autistes ou pas? Parce que, en fait, dans les baby siblings, c'est-à-dire études de fratrie bébé, en fait, il y a des situations, oui, absolument, il faut une réévaluation. Et ça, parfois, les assurances dans certains pays, c'est là où, aux États-Unis, ça reste facile. Mais dans beaucoup de pays, les enfants ont un premier diagnostic et puis après, il n'y a pas de réévaluation. Il y a une première étiquette posée et on la re-challenge plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions ou ça vous va? Encore une fois, une question de la part d'un non-professionnel. Dans ce pays, au moins, en fait, on reçoit dans nos services à l'école ou autre des enfants avec déficience intellectuelle, peut-être autistes ou avec d'autres types de problèmes, par exemple trisomie 21. Est-ce que vous considérez qu'une intervention précoce comme l'ABA peut être adaptée à ces enfants? Oui, je pense que tout ce qu'on fait, presque tout ce qu'on fait pour les enfants avec autisme peut être fait avec les autres enfants. Et je pense que une des bonnes choses sur la conscience de l'autisme, c'est qu'on obtient ces services pour les enfants, mais ça ne veut pas dire que les autres ne pourraient pas en bénéficier. Et une chose qui m'a frappée aussi, c'est de voir des classes, des salles de classe sans catégorie, donc de tout niveau. En fait, les classes à niveau multiple, là, les enfants bénéficient de ce qu'on peut faire pour les enfants avec autisme. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux pour ces enfants. Créer un environnement social où, par exemple, un enfant est assis à la même table qu'un ami et sur une attente sur l'interaction entre ses enfants à 5 ans ou 7 ans. Je crois que ça aide tout le monde et je suis tout à fait d'accord. Et ça, je pense que ça revient à la question de sur les TND, beaucoup de ces enfants pourraient vraiment bénéficier de tout ce qu'on fait pour les enfants ASD. Certains des jeunes qu'on accompagne, certains des jeunes qu'on accompagne ont des dyspraxies orofaciales. Comme ils sont d'un petit niveau de développement, on fait comme si, en fait, c'est parce qu'ils ont un petit niveau de développement. Et donc, du coup, c'est presque normal qu'ils ne parlent pas, puisque ça fait partie de la symptomatologie autistique. Et donc, on a quand même peu d'actions vraiment dirigées là-dessus, parce que c'est comme assumer que, du coup, on passe directement à un outil de communication alternatif qu'il faut, mais pas avec une rééducation orofaciale qui pourrait pourtant les aider.
Est-ce que vous avez des programmes spécifiques là-dessus? No. Désolée, non. Et je pense que aux États-Unis, la plupart des orthophonistes sont formés sur la production langagière. Et c'est quelque chose qu'elles peuvent faire. Et il y a beaucoup d'enthousiasme il y a quelques années. Est-ce que vous connaissez le prompt, la méthode prompt, c'est-à-dire incitation, encouragement? Mon expérience, c'est que ça marche avec des enfants avec lesquels n'importe quoi aurait fonctionné. Mais en fait, les gens veulent essayer juste au cas où. Mais je pense que mon biais, c'est que moi, je veux tout essayer et puis voir comment cet enfant communique. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que les enfants produisent même des sons pour communiquer en fait leur frustration ou leur joie? Est-ce qu'ils ont des gestes? Est-ce qu'ils vont dans certains endroits? Est-ce qu'ils utilisent toutes leurs possibilités? Est-ce qu'ils peuvent comprendre les fonctions d'un objet? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher une assiette pour dire je veux de la nourriture sur cette assiette? Et vraiment, pour des gens qui sont très très retardés, on va essayer de voir tout ce que la personne peut faire, et à partir de là, on va construire petit à petit. On va prendre les choses les plus faciles, comme utiliser un objet, par exemple, ou des images parfois, s'ils comprennent les images. Mais essayons de tout essayer, en fait, y compris travailler là-dessus, mais parce que c'est lent et que les résultats sont pas forcément super clairs, même avec des adultes. Dans les meilleurs groupes, pour avoir ce type de traitement, chez des adultes ayant un AVC, parce qu'ils l'ont fait avant et parce qu'ils sont motivés, même si parfois ça marche pas. Si on parle de faire ça avec des enfants qui comprennent même pas pourquoi on le fait, ça peut servir, hein, ça vaut la peine d'essayer, mais il faut faire d'autres choses à côté pour leur permettre de communiquer. Alors, je suis navrée, ce n'est pas une question qui vous est adressée directement, c'était pour rebondir avec le questionnement de Madame, où on se rend compte qu'on est assez démunis effectivement dans le soutien à la communication. Alors moi, je travaille avec des personnes adultes, avec des TDI sévères, TSA ou autres troubles neurodéveloppementaux. Et j'ai découvert il y a 3 ans, on a fait intervenir une spécialiste qui vient d'une obédience un peu particulière. C'est pas une phoniatrie comme une phoniatre comme on peut avoir l'habitude. Alors désolé, je viens de Suisse, on n'a pas tout à fait les mêmes terminologies. Et où on a pu voir même à l'âge adulte, là auprès de 4 jeunes, d'adultes entre 30 et 40 ans, plus si jeunes, où on a pu voir des effets hyper positifs parce qu'il y avait aussi un travail qui était qui était multimodal finalement. Alors oui, des outils de CA1 et un travail sur de la rééducation orofaciale, sur la déglutition, le souffle, qui sont aussi des prémices finalement à l'oralité, à l'oralisation. Alors si ça vous intéresse, je peux vous donner le nom, parce que c'est un professeur assez particulier qui forme certains spécialistes, mais à mon avis, ils doivent être rares. Donc c'est de la phoniatrie intégrée par le professeur Borges, pour ceux qui ont déjà entendu parler. Mais voilà, j'ai trouvé très intéressant, et l'expérience, alors les résultats ne sont pas fulgurants, mais petit pas, c'est déjà ça. Voilà. Great. Merci. En fait, c'est pas tellement pour notre pratique, parce qu'on a eu la chance d'être bien formés. On a été formés par Bernadette. Mais plutôt, je parlais recherche. C'est-à-dire dans le sens où si vous avez la chance d'avoir été bien formé
vous allez chercher tout ça. Le prompt et tout ce que vous dites et tout ça, et puis on essaie, et puis on combine des choses et tout. Mais plutôt d'un point de vue de recherche pour que toutes les équipes n'abandonnent pas. C'était plutôt ça le sens de ma question, dans le travail aussi que vous effectuez, dans toutes les données que vous avez, de dire, en fait, attention, il y a aussi une catégorie de personnes qui sont atteintes d'autres choses. C'est pas parce qu'elles ont une déficience ou qu'elles n'ont pas aussi un trouble de la coordination qui s'applique aussi à la sphère orofaciale et qui fait que, en fait, elles voudraient bien communiquer. Écoutez bien, des fois il y a des sons, vous avez l'impression que c'est des sons, mais en fait c'est des syllabes qui sont placées un peu dans tous les sens, donc ça fait pas le mot qu'on recherche, mais en fait pour de vrai, si. Et donc de le travailler et de penser à le travailler plutôt que de dire le pauvre il parle pas, on va mettre forcément que de la CAA sans continuer à travailler cet aspect-là. Voilà, c'était pour plutôt d'un point de vue recherche, voilà, s'il y avait des choses. Je m'éloigne de la discussion sur les outils ADOS, ADI et je reviens sur votre présentation et votre suivi de patients. Ce qu'on peut retenir, c'est votre effort d'envoyer le message sur prioriser la qualité de vie des individus pour leur vie entière. Alors nous, cliniciens, on a le même objectif que vous et on est confrontés en France souvent à l'évaluation de la qualité de vie dans une population qui n'est pas forcément adaptée aux outils d'évaluation de la qualité de vie générale, OMS ou des autres pathologies. Est-ce que vous avez connaissance d'outils qui pourraient être spécifiques à nos populations ou est-ce qu'il y a des projets aux États-Unis de ce type d'outils ? Ce qu'on a fait, et en fait c'est pas sexy en fait, mais je crois que je vous ai commencé à vous montrer, c'est que on a pris le truc de l'OMS, les facteurs qui définissent une bonne vie, une qualité de vie, et à partir de là on a essayé de caractériser ces choses-là pour une personne, un groupe d'adultes avec verbalisation minimale, et ce que l'on a défini, c'est est-ce que cette personne a une relation de réciprocité avec quelqu'un d'autre qui n'est pas payé pour travailler et qui n'est pas membre de la famille. Mais bon, je pense que quand même peut-être qu'il faudrait intégrer leur famille. Et puis la question de est-ce qu'elles peuvent utiliser des mesures sur une échelle adaptée? Est-ce qu'elles peuvent s'occuper de leur propre hygiène ou est-ce qu'elles ont besoin de quelqu'un pour les nettoyer, les habiller? Parce que chaque fois que quelqu'un doit vous toucher, eh ben, ça peut rendre les choses plus complexes. Et deuxième chose, et puis troisième chose, c'est qu'est-ce qu'ils font qui leur fait plaisir. Ça, et on peut utiliser ces trois items parce qu'on a eu la même questionnement. Non, mais aucune de ces personnes n'a un travail à temps plein, etc. Et, à quoi bon? Et en fait, on a aussi posé la question de leur bien-être aux parents. Et on a demandé, on a demandé aux parents, mais comment est-ce qu'ils se sentent? Ça, c'est les problèmes que les parents nous ont rapportés. Donc, quelqu'un qui est super hyperactif ne peut pas s'asseoir ou rester à un endroit pendant une période longue. Ça interfère avec la qualité de vie et puis n'importe quel type d'agression. Et ça peut être physique. Et puis, en fait, souvent, on n'a pas vraiment beaucoup de gens dans nos échantillons qui sont très agressifs, mais à peu près une fois par trimestre, si vous sortez puis que vous tapez quelqu'un, et ben en fait, comme Giacomo parlait de son frère ce matin, on a vraiment utilisé avec des parents, avec des enfants agressifs, avec peu d'agressivité, mais petits.
Eh ben, on a vraiment beaucoup travaillé avec les parents sur il faut qu'on arrête ça parce que là, ils sont mignons, ils sont petits, mais en grandissant, ça va devenir horrible. On n'a rien de vraiment particulièrement fancy ou sexy, mais bon. Mais la question, c'est, voilà, il y a une relation entre ces facteurs-là et ce que les parents disent de la qualité de vie des personnes. Donc, il y a des facteurs qui sont utilisés pour définir l'autisme profond et puis il y a aussi des facteurs que vous utilisez pour évaluer la qualité de vie. Voilà. Et dans les autres, d'un autre côté du spectre, parce qu'on parlait de l'autisme enfin, la question de l'autisme profond, avec des besoins plus élevés. De l'autre côté du spectre, est-ce qu'on a des outils que l'on peut... Oui, on a fait la même chose que ce qu'on a demandé aux gens. On a demandé aux gens et on a fait la même chose. Une définition de... c'est-à-dire la définition d'une espèce d'amitié, est-ce que vous pouvez gérer l'argent et voyager dans les transports en commun? Est-ce que vous avez des activités? Et on aimerait savoir un peu plus de choses par rapport à ça. Non. Micro, Anouk. On va s'arrêter. Je synthétisais sa conclusion. Les éléments qui ont été très associés dans son intervention à l'autisme profond, alors même si le terme est à débattre, les aspects qu'ils ont extraits dans leur focus group et dans l'évaluation qu'ils ont eue avec les parents et les auto-usagers, et le même qu'ils vont utiliser pour évaluer aussi la qualité de vie chez les personnes plus sans déficience intellectuelle notamment et en haut du spectre. Merci. Thank you so much.